Après avoir déposé mon fils à l'école, son institutrice m'a arrêté, l'air grave. Pourquoi votre fils est-il absent aujourd'hui? Il ne l'est pas. Je viens tout juste de le voir entrer, lui ai-je répondu, un peu déconcerté. Le visage de Madame Stevenson a blêmi. Pourtant, il n'est pas arrivé dans ma classe. Elle a feuilleté nerveusement sa liste d'appels. En réalité, Théo n'a pas mis les pieds en cours depuis 3 semaines. J'ai senti une boule monter dans ma gorge. Ce n'est pas possible, ai-je bredouillé. Je le dépose tous les matins et je reste jusqu'à ce qu'il soit entré. Madame Stevenson a hésité, puis s'est précipitée sur le téléphone de la classe. Je crois qu'il faut que vous voyiez le principal Miles sans attendre. Nous avons emprunté le couloir, dans un silence chargé. Tout autour, les autres professeurs nous adressèrent des regards insistants, baissaient aussitôt les yeux. Quand nous sommes arrivés au secrétariat, la secrétaire du principal pleurait déjà à chaudes larmes, comme si elle anticipait le pire. Le principal avait sorti les images de la vidéosurveillance. Venez voir, s'il vous plaît. Sur l'écran, on distinguait clairement Théo badgeant à l'entrée principale à 7h46, se dirigeant vers l'école, son sac dinosaure sur le dos, ce matin même, le 24 octobre. Regardez la suite, Monsieur Davis. On voit alors Théo au milieu de la foule d'enfants dans le couloir, mais, soudain, il bifurque à gauche et s'éclipse par le gymnase à 7h48. Changement de caméra. Cette fois, devant la porte de secours du gymnase, Théo pousse la porte. Un homme casqué et en gilet réfléchissant l'attend. Théo grimpe dans un pick-up blanc qui démarre aussitôt. 7h49. C'est la même scène chaque matin depuis 3 semaines. La voix de Miles tremblait. On pensait que tout était en règle. Cet homme prétendait être l'oncle de Théo, venu l'emmener à des rendez-vous médicaux. Il m'a tendu un dossier bourré d'autorisations, toutes signées de mon nom, grossièrement imité. J'ai tenté de vous joindre, mais le numéro que l'on a n'est plus en service. À ce moment, Madame Stevenson s'est interposée. Monsieur Davis, il y a un autre souci. Les services sociaux vont passer chez vous à 11h. Quelqu'un a signalé un défaut de scolarisation. Si Théo n'est pas présent, ou si personne ne peut justifier où il se trouve, vous risquez de le perdre. Je tremblais en extirpant le portable de Théo de ma poche, qu'il avait oublié dans la voiture. L'écran s'est allumé sous une avalanche de notifications. 47 messages non lus, tous signés « Tonton Mike ». Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. « Tonton Mike, l'oncle du beau-père de Théo ». J'ai ouvert les messages. « Ne parle pas à ton père. Tu sais ce qui t'attend si jamais tu dis tout. » Et ce dernier, envoyé à 7h30, « Si tu ne viens pas aujourd'hui, tu ne reverras plus jamais ta mère. » Pris de panique, j'ai appelé mon ex-femme sans réponse. J'ai tenté Derek, le beau-père, rien non plus. Il était déjà 9h15, moins de 2 heures avant la visite des services sociaux. Où pouvait-il avoir emmené Théo? Je me suis d'abord précipité chez Derek, mais le propriétaire m'a appris qu'il était parti de bonne heure. Fronce ensuite au travail de mon ex-femme. Son patron m'a avoué qu'elle n'avait pas donné signe de vie depuis plusieurs jours. Tout sentait l'arnaque à plein nez. Puis, l'évidence m'a frappé. Tonton Mike, le chef d'une boîte de BTP. Je savais où le trouver. J'ai filé droit vers le bâtiment de l'entreprise et surgi dans le bureau. Où intervient l'équipe aujourd'hui? La secrétaire, blême, a balbutié. Sur la 40, le chantier du pont. Pas une seconde à perdre, j'ai démarré en trombe, pris la route à toute vitesse. 35 minutes plus tard, j'aperçois le chantier, des bétonnières, des bulldozers. Le vacarme continue. Je fonce à travers la grille, scanne chaque visage, chaque recoin, à la recherche de Mike pour comprendre ce qui se tramait. Et là, je l'aperçois. Théo, mon fils de 11 ans, portant sur ses frêles épaules un sac de ciment bien trop lourd. Son sac dinosaure gisait dans la boue. Sur ses épaules, des traces rouges, plus choquantes encore. Dans ses poches, des boissons énergétiques, où il est pourtant écrit qu'elles sont interdites aux enfants. Mais pourquoi Mike faisait-il bosser mon fils sur un chantier? Pris d'un élan, j'ai crié « Théo !» Il s'est retourné, m'a vu, a blêmi d'un coup et a laissé tomber son fardeau. « Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je viens te chercher, fiston !» Je me suis précipité vers lui. Et là, il me glisse à voix basse une phrase glaçante. « Je ne peux pas partir, papa. Derek m'a dit que tu serais furieux si je ne travaillais pas. » J'essayais encore de comprendre quand des portes claquèrent. Arrivait la Honda de mon ex-femme, suivie du pick-up de Derek. Ils sont descendus, prêts à en découdre. Théo a encore 3 heures de boulot. 3 heures de quoi exactement? Ai-je lancé, retenant Théo derrière moi. Sa journée de chantier. On l'a gardé ici parce qu'il apprend un vrai métier. Il nous rapporte 1800 € par semaine. Il travaille pour soutenir sa famille. Il ne gaspille pas son temps à faire des fractions. J'en suis resté sidéré. Tu étais au courant? Ai-je demandé à mon ex-femme. Bien sûr, c'est même mon idée, m'a-t-elle lancé sans la moindre gêne. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la police était déjà sur la route. L'oncle de Derek avait besoin de main-d'œuvre et nous avions besoin d'argent pour l'avocat, pour la garde, pour qu'on n'ait plus à te laisser Théo, a-t-elle lâché en me plantant le doigt sur la poitrine. Je me suis tourné vers Théo qui tremblait, le regard figé sur sa mère. Tu m'avais promis d'économiser pour mon cadeau d'anniversaire. C'est ce que je fais, a-t-elle menti sans ciller. À ce moment précis, la police est arrivée. Le premier agent de la voiture a levé la main. Personne ne bouge.
3 autres policiers se sont rapidement dispersés sur le chantier, circulant entre les ouvriers et les machines. Une policière est allée interroger tonton Mike sur la gestion du personnel. Une autre est venue vers Théo et moi, s'est agenouillée pour lui demander s'il avait mal. Théo a hoché la tête en montrant ses épaules. L'agente a examiné les marques rouges, a remarqué les bouteilles énergétiques, puis a appelé l'ambulance à la radio pour une prise en charge sur place. J'étais tellement secoué que je tenais à peine debout, mais j'ai pris sur moi pour rester cohérent, sachant pertinemment qu'au moindre faux pas, cela pourrait me coûter la garde de Théo. Le chef de l'équipe a demandé à Maya et Derek de s'éloigner pendant qu'il avait un entretien avec moi. Théo, lui, ne nous lâchait pas du regard, sa mère et moi, essayant de deviner qui allait avoir des ennuis. La policière est restée près de Théo, observant ses blessures et prenant des photos avec son téléphone. Elle m'a précisé que c'était essentiel de tout enregistrer dès maintenant pour la suite de la procédure. J'ai remis au chef le portable de Théo et lui ai fait défiler les messages envoyés par tonton Mike. Il les a consultés sérieusement, photographiant chaque écran avec son propre appareil, puis il m'a demandé d'envoyer tout ça par email, en soulignant que ce genre de preuve était très grave, bien plus qu'une simple querelle de famille. Derek a tenté de s'approcher pour intervenir, mais l'agent lui a intimé de rester à sa place et d'attendre son tour. Oncle Mike s'est alors mis à hausser le ton, répétant que toute cette histoire n'était qu'un immense malentendu. Il a soutenu qu'il croyait avoir les autorisations nécessaires des 2 parents pour employer Théo, mais l'agent lui a demandé de fournir ses registres d'emploi et son attestation d'assurance, ainsi que les fameuses autorisations parentales évoquées plus tôt. Là, oncle Mike a blêmi en comprenant qu'on n'allait pas seulement vérifier cet incident, mais jeter un œil sur toute son activité. Maya, de son côté, a essayé une autre tactique, expliquant qu'elle apprenait à Théo des compétences utiles et que de nombreux enfants travaillaient dans l'entreprise familiale. L'agent l'a coupé sans ménagement. Il lui a expliqué qu'employer un enfant de 11 ans sur un chantier, au milieu de machines et matériaux dangereux, était totalement interdit, peu importe l'accord des parents. Derek restait en retrait, les bras croisés, le visage de plus en plus fermé. Quelques instants plus tard, j'ai entendu la sirène de l'ambulance. Celle-ci a franchi la grille et 2 ambulanciers sont descendus, s'approchant directement de Théo qui se tenait près de la policière. Ils l'ont examiné minutieusement, photographiant chaque bleu, chaque marque, tout en le questionnant avec douceur sur ses blessures. Théo a fini par leur expliquer qu'il avait laissé tomber un sac de ciment sur son pied la semaine précédente et que son épaule le faisait souffrir à force de porter des charges, mais qu'on lui avait conseillé de ne pas se plaindre s'il voulait toucher son salaire. Les ambulanciers ont échangé un regard sérieux et ont fait savoir aux policiers qu'ils préféraient transporter Théo à l'hôpital pour des examens approfondis. La police a aussitôt donné son accord, jugeant cela indispensable pour l'enquête. J'ai demandé si je pouvais accompagner Théo et les ambulanciers ont accepté. Les policiers sont restés sur le chantier pour sécuriser les lieux et recueillir le témoignage de Maya, de Derek et d'oncle Mike. Théo est monté à l'arrière de l'ambulance. Je me suis installé à côté de lui. Il était silencieux, visiblement terrorisé, et m'a demandé à voix basse s'il allait avoir des ennuis. Il voulait aussi savoir si l'aide sociale à l'enfance comptait l'emmener loin de nous. Je lui ai assuré qu'il n'avait rien à se reprocher et que je ferais tout pour qu'il reste en sécurité. J'avais du mal à maîtriser ma voix tant j'étais moi-même inquiète, surtout en pensant à la visite de la protection de l'enfance prévue dans moins d'1 heure. L'ambulance a quitté le chantier en direction de l'hôpital. Dès notre arrivée aux urgences, un médecin a pris Théo en charge sans attendre. Une infirmière, armée d'un appareil photo et d'une tablette, photographiait méthodiquement chaque blessure et notait tout avec soin. Ils ont constaté de grosses traces de coups sur ses épaules, typiques de quelqu'un qui porte trop lourd, ainsi que des brûlures sur les mains dues à la manipulation des matériaux. Le médecin a relevé une grande fatigue et des signes de déshydratation. Elle a voulu savoir si Théo buvait souvent des boissons énergisantes, l'air encore plus inquiet lorsqu'il a expliqué que Derek lui en donnait chaque matin. Le médecin m'a alors averti que c'était très dangereux de donner ce genre de produit à un enfant, car cela pouvait affecter son cœur et son système nerveux qui sont encore fragiles. Pendant que Théo était avec eux, je suis allé dans le couloir pour appeler le proviseur Miles. Je lui ai résumé la situation, mentionnant que la police était désormais impliquée, et je lui ai demandé de prévenir l'aide sociale à l'enfance, car il ne s'agissait clairement pas que d'absentéisme scolaire. Monsieur Miles, très choqué, m'a promis de faire le nécessaire sur le champ et que l'école collaborerait sans réserve avec l'enquête. Il s'est d'ailleurs excusé pour les problèmes de communication qui avaient dû freiner leur prise de contact avec moi. Rapidement après, le médecin des urgences est venu me signaler qu'elle s'apprêtait à remplir un signalement obligatoire. Selon elle, les blessures de Théo et le contexte général étaient révélateurs de maltraitance et de mise en danger. Elle m'a expliqué que ces éléments allaient être transmis à l'aide sociale à l'enfance et à la police, en plus de tout ce qui avait déjà été rassemblé. Même si j'étais soulagé de voir leur rigueur, à chaque document, chaque photo, j'avais l'impression de faillir à mon rôle de mère. Environ 20 minutes plus tard, un inspecteur a fait son entrée dans la salle d'attente. Costume sombre,
pochette en cuir, il s'est présenté, Stanley Price. Il m'a demandé s'il pouvait me parler à part, le temps que les formalités administratives de Théo soient réglées. Nous nous sommes installés dans un petit bureau. Il a sorti un dictaphone après avoir eu mon accord. L'inspecteur Price m'a exposé la gravité de l'affaire, évoquant plusieurs chefs d'accusation. Infraction au droit du travail des mineurs, mise en danger d'un enfant, faux documents, voire menace ou pression sur un mineur. Il m'a précisé que rien que les messages menaçants constituaient un délit grave, mais que l'ensemble formait un dossier pénal des plus sérieux. Je lui ai remis le téléphone de Théo, il a soigneusement photographié chaque message, puis a placé le portable sous scellé. Il m'a alors demandé de tout reprendre depuis le début et de lui raconter en détail les événements de la journée. Je suis revenu sur notre réunion du matin avec Madame Stevenson et le proviseur Miles, sur les images de vidéosurveillance montrant Théo pris en charge chaque matin, sur les autorisations falsifiées et les messages de menaces d'oncle Mike. Au fur et à mesure de mes explications, il notait avec précision et me posait des questions très pointues pour s'assurer qu'il n'oubliait aucun détail de la chronologie. Il voulait absolument savoir qui avait dit quoi sur le chantier. Je lui ai expliqué que Maya avait avoué que tout venait d'elle et qu'il fallait trouver de l'argent pour payer l'avocat chargé de la garde de l'enfant. À ce moment-là, son stylo s'est immobilisé. Il m'a lancé un regard et m'a demandé de répéter ce passage sur la procédure et les frais d'avocat. J'ai précisé que Maya se battait pour obtenir la garde depuis presque 1 an et qu'elle peinait sérieusement côté finance. L'inspecteur Price a hoché la tête, surlignant à 2 reprises quelque chose dans ses notes, puis m'a interrogé pour savoir si j'avais déjà eu des doutes sur le comportement de Maya et Derek avec Théo. J'ai reconnu que Théo avait l'air épuisé ces derniers temps et revenait parfois avec des bleus, mais je mettais ça sur le compte de sa maladresse à l'école. J'ai aussi expliqué le souci de l'ancien numéro de téléphone qui avait empêché l'école de me joindre au moindre problème. Au milieu de l'entretien, le téléphone de l'inspecteur Price a sonné. Il a pris l'appel, a écouté attentivement 2 minutes, puis, visiblement soulagé, m'a dit que l'aide sociale à l'enfance, désormais au courant de l'intervention de la police, transformait la visite à domicile prévue en réunion d'urgence pour organiser la protection de Théo. Il a ajouté que la présence déjà engagée de la police jouait clairement en ma faveur, preuve que j'avais su réagir aussitôt face à la situation. Une assistante sociale, Nayeli Garrison, nous attendrait chez moi dans 1 heure pour faire le point et décider des suites. L'inspecteur Price a souligné que c'était bien mieux ainsi, plutôt que l'aide sociale ne tombe sur une maison vide, avec un enfant absent et une mère jugée négligente. Après avoir bouclé ma déposition, il m'a promis de me tenir informé de la suite de l'enquête. C'est alors que le médecin des urgences est revenu avec un dossier débordant de papiers et de photos. Elle m'a indiqué que Théo pouvait rentrer, médicalement parlant, mais qu'il fallait surveiller d'éventuels symptômes tardifs à cause de la caféine ou tout simplement de la fatigue. Elle m'a remis les copies de l'intégralité des documents médicaux et des photos en insistant pour que je les garde précieusement. Ils compteraient dans la procédure judiciaire et pour la garde de Théo. Elle m'a aussi transmis une lettre pour consulter un pédiatre afin d'assurer un suivi dans les jours à venir. Théo est alors sorti de la salle d'examen, l'air vidé. Il s'est approché et m'a serré la main si fort que ça m'a presque fait mal, mais je n'ai pas bronché. Nous avons quitté les urgences pour rejoindre le parking. Le trajet du retour a duré une 15aine de minutes. Les premières minutes, Théo est resté muet, perdu dans ses pensées, fixé sur la vitre. Puis il a fini par parler, tout bas. Il m'a raconté comment les 3 dernières semaines s'étaient vraiment passées. Il a dit « Tonton Mike venait me chercher chaque matin juste après que tu m'avais déposé à l'école. Il m'emmenait sur différents chantiers, un peu partout dans le département. Théo m'a confié qu'il se levait à 5 heures, tellement il avait peur d'être en retard. Il a poursuivi. Je bossais jusqu'à 16 ou 17 heures à porter du matériel, nettoyer les gravats. Ensuite, tonton Mike me déposait près de l'école. Comme ça, je pouvais attraper le dernier bus pour rentrer. J'avais les mains crispées sur le volant, la voix calme même si je bouillais intérieurement. Théo a continué. Derek m'a dit que si je racontais quelque chose, ma maman disparaîtrait et ce serait à cause de moi. Et puis il m'a dit, tonton Mike m'a montré sur son téléphone des photos de maman toute triste, en expliquant qu'elle resterait comme ça si je ne continuais pas à travailler. Cette manipulation m'a mise hors de moi. J'en avais presque la tête qui tournait, mais j'ai fait de mon mieux pour rester douce. Je lui ai murmuré, tu es en sécurité maintenant, et tu as eu raison de ne pas résister quand je suis arrivé sur le chantier. Ce n'est absolument pas de ta faute. Ce sont les adultes qui devaient te protéger, qui ont mal agi. Théo s'est mis à pleurer tout doucement. Il a articulé, je croyais que tu serais fâché contre moi, parce que j'ai raté l'école. Je me suis garé sur le parking d'une station-service, me suis
suis tourné vers lui et je lui ai assuré « Je ne t'en veux pas du tout. Au contraire, je suis fier de toi d'avoir tenu bon dans une situation aussi effrayante. » On était resté là quelques minutes, le temps qu'il se calme, puis on a repris la route pour la maison. À l'arrivée devant l'immeuble, une berline grise s'est garée en même temps que nous. Une femme en est descendue, tablette et sac en toile à la main. Elle s'est approchée et s'est présentée. « Je m'appelle Nayeli Garrison, des services de protection de l'enfance. » J'ai éprouvé un vrai soulagement. Au moins, avec Théo, on était arrivé avant les services sociaux. Nayeli avait ce côté pro, sans être froide, une voix douce, un regard rassurant. Elle a expliqué « Je suis ici pour vérifier que Théo est bien en sécurité et qu'il ne manque de rien. » Elle a proposé qu'on s'installe pour discuter des événements. Je l'ai invité à entrer, le temps que Théo aille se laver et se changer. Mon appartement est petit, mais propre. 2 chambres, une cuisine ouverte sur un coin bar et un salon avec canapé et télé. Nayeli a fait le tour des pièces, prenant des notes sur sa tablette. Elle a vérifié que Théo avait bien sa propre chambre, avec lit et armoire. Dans la cuisine, elle a ouvert frigo et placard pour regarder les provisions, puis a jeté un œil à la salle de bain pour s'assurer de sa propreté. Installée à la table, elle m'a posé des questions sur notre quotidien, notamment sur la présence de Théo à l'école avant toute cette histoire. Je lui ai montré ses bulletins et ses absences, prouvant qu'il n'avait rien manqué avant ces 3 dernières semaines. Elle a voulu en savoir plus sur mes horaires de travail et les solutions de garde. J'ai précisé « Je bosse en équipe du soir dans un entrepôt et Théo reste chez une voisine après l'école jusqu'à mon retour. » Nayeli a demandé à voir mes fiches de paie et mon bail que j'ai déniché dans mon classeur à documents. Elle en a photographié chaque page avec sa tablette. Elle tenait aussi à avoir des contacts pouvant témoigner de notre situation. Je lui ai donné les coordonnées de 2 anciens instituteurs de Théo et de notre voisine du dessous. Théo est revenu dans la cuisine, fraîchement habillé, avec meilleure mine. Nayeli, tout en douceur, lui a posé quelques questions sur ce qu'il ressentait et s'il se sentait bien ici avec moi. Théo a hoché la tête et assuré que oui. Après environ 1 heure, Nayeli a refermé sa tablette et nous a regardés tous les deux avant d'expliquer « Je vais mettre en place un plan de sécurité d'urgence, mais il n'est pas question de retirer Théo de chez toi. » Le plan stipulait qu'il ne devait plus y avoir de contact entre Théo et Maya, Derek ou Tonton Mike, sauf présence d'un adulte référent et accord préalable des services sociaux. Théo allait devoir commencer une thérapie pour dépasser ce traumatisme et des contrôles inopinés à domicile étaient reprévus pour s'assurer du bon déroulement des choses. Nayeli a insisté « Tu as très bien agi en protégeant Théo immédiatement et en coopérant avec les autorités. » Ce point pesait lourd dans son évaluation. Avant de partir, elle m'a remis la carte d'un centre thérapeutique pour enfants et a fixé à Théo un rendez-vous d'évaluation dès le lendemain matin, 9h, au centre d'accueil de l'enfance. Elle a précisé « Là-bas, tout est pensé pour que les enfants se sentent en sécurité, des professionnels formés recueilleront son récit, l'entretien sera enregistré et transmis à la police ainsi qu'au parquet pour que Théo n'ait pas à répéter plusieurs fois son histoire. Je pourrais patienter dans la salle d'attente mais pas assister à l'entretien. » Nayeli a précisé « C'est la marche à suivre classique pour les cas impliquant des enfants victimes de mauvais traitements ou d'exploitation. » Elle a rassemblé ses affaires, m'a rappelé qu'elle viendrait sans prévenir, puis elle a quitté la maison. Environ 1 heure plus tard, le détective Price m'a appelé. Il m'a dit « On a sécurisé le site et collecté de nombreuses preuves. Feuilles de présence, pointage d'heures, liste de véhicules, vidéo du chantier où l'on voit Théo travailler sur plusieurs jours. Les dossiers de l'entreprise de Tonton Mike mentionnent d'autres employés susceptibles d'être mineurs, ce qui risque d'élargir considérablement l'enquête. Il m'a aussi prévenu. Maya et Derek se sont déjà entourés d'avocats. La situation risque de se compliquer avant d'aller mieux. Il m'a conseillé de couper tout contact avec eux et de le prévenir immédiatement si je recevais le moindre message. Je l'ai remercié avant de raccrocher. Théo dormait déjà sur le canapé, la télé allumée à faible volume. Je l'ai recouvert d'une couverture, puis je me suis installé face à lui, le temps de souffler un peu. Le lendemain matin, il aurait son entretien au centre d'accueil de l'enfance, sans doute suivi d'autres rendez-vous avec les services sociaux et la police. Les audiences au tribunal viendraient ensuite, mais pour l'instant, Théo était à la maison, en sécurité, et c'était tout ce qui comptait ce soir-là. J'ai attrapé mon téléphone, et sans attendre, j'ai composé le numéro du proviseur Miles, même s'il était déjà largement plus de 20 heures. Il a décroché au bout de 3 sonneries, et sans m'attarder en politesse, je lui ai annoncé « Théo est rentré, la police est sur le dossier ». Puis j'ai demandé « Cash, comment est-ce possible que de fausses autorisations aient été validées sans qu'on m'appelle pour vérifier ?» Il y a eu un silence assez long, puis il a fini par admettre que leur procédure de vérification présentait de vraies failles.
travail. Il m'a expliqué que l'administration était censée contacter les parents pour chaque sortie anticipée, mais qu'il se reposait trop sur les informations du système qui n'étaient pas actualisées dans mon cas. Les autorisations semblaient officielles, portaient une signature ressemblant à la mienne, alors personne n'a vu l'arnaque. Le proviseur avait l'air épuisé, profondément peiné, et m'a assuré que le rectorat déclenchait un audit interne de leur protocole. Il m'a promis une entière collaboration avec la police et des changements immédiats pour qu'aucune autre famille ne vive cela. Je l'ai remercié, tout en lui faisant bien sentir ma colère de voir que tout était resté sous le radar pendant 3 semaines. Après avoir raccroché, je suis allé vérifier si Théo dormait. Il était toujours sur le canapé et pour la première fois depuis longtemps, son visage paraissait détendu. J'allais le réveiller pour le mettre au lit quand quelqu'un a frappé à la porte. Il était 19h15. J'ai regardé par le Judas et vu Nayeli, une tablette à la main et un léger sourire aux lèvres, me rappelant ses visites surprises dont elle parlait. Je l'ai laissée entrer. Elle a passé l'heure suivante à observer notre routine du soir. Avec Théo, on a rattrapé quelques devoirs laissés de côté ces dernières semaines, surtout des exercices de maths qu'il a fait lentement. Tout du long, Nayeli, assise à la table de la cuisine, prenait des notes sans un mot, pendant qu'on travaillait sur les fractions et les énoncés de texte. Ensuite, j'ai préparé le dîner. Rien d'extraordinaire, juste des pâtes avec un peu de sauce et des légumes congelés. Théo avait du mal à manger, mais au final, il a pris plus que ce que j'espérais. Nayeli observait la manière dont je veillais à ce qu'il se resserve, la façon dont je lui demandais comment s'était passée sa journée, comment je le rappelais à l'ordre pour le brossage de dents. Elle a aussi assisté à la routine du coucher. Je vérifiais que sa chambre était en ordre, l'aidais à choisir ses vêtements pour le lendemain, le bordais avec sa peluche dinosaure. Au moment de partir, Nayeli m'a assuré qu'elle était satisfaite de ce qu'elle avait vu et m'a rappelé que ses contrôles surprises allaient continuer un moment, mais qu'à ce stade, je faisais tout ce qu'il fallait pour que Théo retrouve stabilité et sécurité. Une fois Nayeli partie, je me suis affalé dans le salon pour souffler un peu après cette journée sans fin. Je crois que je me suis assoupi sur mon fauteuil, réveillé en sursaut par les cris de Théo en pleine nuit. Il était 1h30. J'ai accouru dans sa chambre et l'ai trouvé assis sur son lit, emmêlé dans ses draps, le visage humide de larmes. Il marmonnait des bribes sur des sacs de ciment, répétant qu'il n'allait pas assez vite. Je me suis assise près de lui, allumé la lampe, et j'ai gardé la voix la plus douce possible pour le rassurer, lui répéter qu'il était en sécurité, à la maison. Il lui a fallu bien 20 minutes pour réussir à se calmer et retrouver un semblant de sommeil. J'ai laissé la porte entrouverte, la lumière du couloir allumée. À 4h15, il s'est réveillé à nouveau en criant. Cette fois, c'est le vrombissement d'un poids lourd devant l'immeuble, sans doute une livraison à l'aube, qui l'a tiré du sommeil. Il s'est tout de suite mis en tête qu'oncle Mike venait le récupérer pour le ramener sur le chantier. J'ai fini par installer une chaise dans sa chambre et je suis resté à ses côtés jusqu'au lever du jour, somnolent par intermittence pendant que Théo parvenait enfin à plonger dans un sommeil plus réparateur vers 5h. Au matin, nous étions complètement épuisés, mais je voyais bien qu'il se sentait enfin un peu en sécurité chez lui, chose qui ne lui était pas arrivée depuis des semaines. Je lui ai préparé son petit déjeuner, puis on s'est mis en route pour le rendez-vous au centre d'accueil de l'enfance. Le bâtiment était conçu pour mettre à l'aise, de la couleur partout et des jouets dans la salle d'attente. Une femme au regard vraiment doux s'est présentée comme enquêtrice et a expliqué à Théo qu'elle voulait juste écouter ce qu'il avait à raconter. Elle l'a rassuré, précisant qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse et qu'il pourrait interrompre l'entretien s'il en ressentait le besoin. Elle l'a ensuite emmené dans une autre pièce pendant que j'attendais dans le hall, essayant de ne pas imaginer tout ce qu'il allait devoir revivre. Les minutes paraissaient interminables. J'ai bien feuilleté un magazine, mais impossible de me concentrer. Au bout de ce qui m'a semblé une éternité, 45 minutes tout au plus, l'enquêtrice est revenue avec Théo. Il avait l'air vidé, mais aussi allégé, comme si le fait d'avoir pu tout dire lui enlevait un poids. C'est à ce moment-là que l'inspecteur Price est apparu depuis une salle d'observation pour nous rejoindre. Il m'a dit « L'entretien s'est très bien passé. Théo a été très courageux. » Il m'a ensuite présenté à une femme en tailleur, Madame Roxana Knoll, substitut du procureur. Elle m'a serré la main et m'a proposé de discuter un instant en privé. J'ai juste dit à Théo d'attendre avec les cubes de construction dans le hall, puis je les ai suivis dans une petite salle de réunion. Roxana m'a expliqué que, sur la base de l'audition de Théo et des preuves déjà réunies, ils envisageaient de lourdes poursuites. Oncle Mike risquait des chefs d'accusation pour travail illégal d'enfants et mise en danger d'un mineur. Maya et Derek allaient être mis en examen pour complicité, incitation à la délinquance de mineurs et peut-être usage de faux. Elle m'a prévenu qu'il y aurait probablement négociation sur les peines et m'a demandé mon avis sur une éventuelle réduction des charges si les intéressés coopéraient et restituaient les sommes perçues. J'ai répondu, ce qui compte, c'est qu'ils soient sanctionnés.
fonctionner, mais surtout que tout cela se termine vite pour Théo. Elle a hoché la tête, assurant qu'elle comprenait. Plus tard, alors que nous déjeunions, le téléphone a sonné à nouveau. C'était l'inspecteur Price. Il m'a appris que l'inspection du travail, accompagnée de fonctionnaires de l'État, s'était rendue dans la société d'oncle Mike ce matin-là pour un audit complet des effectifs, des procédures de sécurité et des fiches de paie. Ils avaient déjà repéré au moins 3 autres employés manifestement mineurs dans les dossiers, ce qui aggravait sérieusement la situation judiciaire d'oncle Mike. L'entreprise de BTP avait l'obligation de cesser toute activité le temps de l'enquête. L'inspecteur semblait satisfait et m'a expliqué que davantage de moyens seraient désormais consacrés à la procédure pénale. 1 heure plus tard, il me rappelait pour m'informer qu'ils avaient assigné les banques de Maya, Derek et oncle Mike afin de remonter les transferts d'argent liés au travail de Théo. Les premiers résultats faisaient état de virements réguliers d'oncle Mike à Maya, sous couvert de soutien familial, dépassant les 5 000 $ rien que sur les 3 dernières semaines. Cette preuve attestait que Maya, loin de détourner le regard, profitait directement de l'exploitation, ce qu'il serait bien difficile de justifier devant un tribunal. J'ai été bouleversé en entendant ce montant, en comprenant à quel point mon fils s'était retrouvé réduit à une source de revenus pour sa propre mère. 2 jours plus tard, le rectorat me contacte. Ils avaient en fait venir un expert en écriture pour analyser les autorisations falsifiées. Il a comparé les signatures à celles existant dans leur dossier, vérifié les codes des imprimantes, et il s'est avéré que les documents avaient été fabriqués sur l'imprimante du bureau de la résidence de Derek. Les vidéos de surveillance montraient même Derek entrant dans ce bureau à des dates qui correspondaient à la création des différents formulaires. Tout cela prouvait que Derek était bien à l'origine de la falsification et que rien n'était le fruit du hasard ou d'une simple maladresse. Le lendemain matin, Nayeli m'a appelé sur mon portable. Elle m'a expliqué que l'aide sociale à l'enfance préparait une audience en urgence au tribunal de la famille pour la semaine suivante. Un juge examinerait toutes les preuves et déciderait d'un dispositif provisoire pour la garde de Théo pendant la procédure pénale. Elle m'a précisé qu'il me faudrait apporter tous les documents sur la stabilité de mon foyer, ma coopération avec les autorités et le bien-être de Théo à la maison. Nayeli m'a rassuré, m'expliquant que compte tenu de ce qu'elle avait constaté, elle recommanderait que Théo reste avec moi, avec éventuellement un droit de visite surveillé pour Maya sous certaines conditions. Je l'ai remercié, puis je me suis lancé dans un grand rangement pour rassembler bulletins de paie, bail, lettres de référence et anciens bulletins scolaires de Théo. Dans l'après-midi, mon patron m'a convoqué. Il a refermé la porte, m'a demandé de m'asseoir et m'a confié qu'il compatissait à ce que je traversais, mais que j'avais épuisé tous mes jours de congé et que le prochain serait sans solde. Si ça s'éternisait, mon emploi pourrait être menacé. J'ai exposé la situation dans les grandes lignes, sans trop en dire. Il a écouté, m'a affirmé qu'il ferait de son mieux, mais j'ai bien senti son inquiétude dans sa voix. Cette discussion m'a frappé de plein fouet. Mes finances étaient en train de sombrer. Les frais juridiques commençaient à s'accumuler alors que je n'avais pas encore pris d'avocat. Le salaire baissait, mais il fallait tout de même payer le loyer, les factures, la nourriture, sans parler du coût des séances de thérapie pour Théo. Je suis ressorti du bureau en sentant tout ce poids m'écraser. Je suis rentré chez moi en voiture, complètement sur pilote automatique, incapable de me souvenir du trajet. Quand je me suis garé sur le parking de mon immeuble, le soleil était déjà en train de se coucher. J'ai attrapé mon téléphone et mon sac de travail, grimpé les escaliers jusqu'au 2e étage, puis poussé la porte de l'appartement. Théo était assis à la table de la cuisine, penché sur ses devoirs. Je lui ai adressé un sourire, même si j'avais l'impression que tout s'écroulait. J'ai fait réchauffer les restes de pâtes, et on les a mangés presque en silence. Après le dîner, je l'ai aidé à finir sa fiche de maths avant de l'envoyer prendre une douche et se préparer pour dormir. Une fois qu'il a été dans sa chambre, j'ai allumé mon ordinateur pour vérifier si Nayeli ou le commandant Price m'avaient écrit. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Un mail, signé d'un cabinet inconnu, avec pour objet « Affaire de garde, Esther C. Watkins ». En l'ouvrant, j'ai senti mon estomac se nouer. L'avocat de Maya m'envoyait 3 pages d'un jargon juridique indigeste, mais l'essentiel sautait aux yeux. Il me menaçait de porter plainte, sous prétexte que j'avais retiré Théo du chantier sans autorisation légale. Ils m'accusèrent de l'éloigner de sa mère, et insinuaient que je le montais contre elle. D'après eux, mon attitude risquait d'être considérée comme de l'entrave à l'autorité parentale, et d'exposer Théo à un environnement dangereux. Ils me lançaient aussi que si je continuais à attaquer Maya en justice et à refuser la garde partagée, ils produiraient des soi-disant preuves pour démontrer que je manipulais la situation en ma faveur. Tout était fait pour me mettre la pression, et ça marchait. J'en avais les mains qui tremblaient sur la souris.
écrit. J'ai relu le message 2 fois, de plus en plus en colère à chaque ligne. Ils voulaient me faire porter le chapeau alors que c'est Maya qui avait forcé mon fils à bosser sur un chantier pendant 3 semaines. Sans perdre de temps, j'ai transféré le mail au commandant Price avec un mot. Je viens de recevoir ça, je ne sais pas quoi faire. J'ai aussi transmis le message à Nayeli en lui écrivant la même chose. À peine 10 minutes plus tard, Nayeli m'a appelé. Elle m'a expliqué qu'elle venait de lire le mail et contre toute attente, elle m'a rassuré. C'était une bonne nouvelle pour notre dossier. Je lui ai demandé comment une menace pareille pouvait jouer en notre faveur. Elle a souri en me disant que, justement, ce genre de stratégie d'intimidation ne vient jamais d'avocats confiants. D'après elle, si l'ASE y croyait vraiment, il n'aurait eu pas besoin de menacer. Elle ajoutait aussi que l'accusation d'enlèvement ne tenait pas debout, puisque j'étais le parent légal de Théo et que je l'avais retiré d'un réel danger. Nayeli m'a rappelé que la police était déjà sur place lorsque j'ai récupéré Théo. Concernant les allégations de manipulation, elle m'a assuré que l'entretien de Théo au centre avait été mené et enregistré par des professionnels qui savent très bien détecter ce genre d'influence. Nayeli concluait en disant que Maya pourrait toujours voir Théo en visite surveillée à condition de finir une formation de parentalité, de parler à un psychologue et de montrer qu'elle avait compris le mal causé par cette situation. Selon Nayeli, la réunification restait l'objectif si la sécurité de Théo était garantie, mais la priorité restait sa protection. Elle m'a demandé de ne pas répondre à l'avocat et de lui transférer toute nouvelle communication, ainsi qu'à Price. Je l'ai remercié. Raccrocher m'a vraiment soulagé. Le lendemain, j'ai commencé à chercher un thérapeute spécialisé dans les traumatismes chez l'enfant. Au 3e cabinet, on m'a orienté vers Sophia Bailey, qui avait déjà accompagné des enfants victimes d'exploitation ou de maltraitance. J'ai fixé un rendez-vous pour l'après-midi même. À la sortie de l'école, j'ai expliqué à Théo qu'on allait voir quelqu'un dont le métier est d'aider les enfants à surmonter des moments difficiles. Il m'a demandé s'il avait fait une bêtise. Je lui ai assuré que non, que c'était simplement pour se sentir un peu mieux après tout ce qui s'était passé. Le cabinet de Sophia était situé dans un petit immeuble près de la bibliothèque. Elle est venue nous chercher dans la salle d'attente, s'est présentée, puis a reçu Théo seul pour une première rencontre, pendant que je restais dans le salon. Ils sont ressortis au bout de 40 minutes. Théo avait l'air fatigué, mais serein. Sophia m'a proposé de rester discuter quelques minutes. Elle s'est installée face à moi, a pris son bloc-notes et m'a expliqué que Théo montrait des signes de traumatisme. Cauchemars, anxiété, difficulté à faire confiance aux adultes, tendance à régresser ou à défier l'autorité. Elle a bien insisté. Tout cela était classique dans ce genre de situation et ne signifiait pas que Théo serait marqué à vie. Sophia m'a remis une petite fiche avec des conseils pour renforcer la sécurité à la maison. Routine régulière, communication claire, laisser à Théo de petits choix chaque jour, éviter les surprises autant que possible. On a programmé 2 séances par semaine à partir de la semaine suivante. J'ai demandé combien de temps la thérapie pourrait durer. Sophia m'a répondu que cela dépendait des enfants, mais qu'il valait mieux tabler sur plusieurs mois de suivi. Le soir même, alors que Théo regardait la télé, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Une femme s'est présentée comme journaliste pour la chaîne locale. Elle avait entendu parler d'une affaire de travail illégale concernant le district scolaire et voulait m'interroger sur les failles de sécurité et l'exploitation des mineurs à l'école. La panique m'a envahi. Je lui ai simplement répondu que je n'avais rien à déclarer et j'ai raccroché sur le champ. Sans attendre, j'ai rappelé le commandant Price. Je lui ai demandé s'il était possible d'éviter que le nom de Théo sorte dans les médias. Il m'a assuré qu'il allait voir avec le parquet pour demander que l'identité de la victime soit préservée dans tout article. Mais il m'a aussi averti qu'avec une affaire médiatisée, rien n'est jamais garanti à 100%. Il m'a conseillé d'ignorer les appels venant de numéros inconnus pendant un moment. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un certain Hassan Cartwright du service de sécurité du district scolaire. Il m'a expliqué qu'il supervisait une refonte des protocoles de sécurité pour les élèves et qu'il tenait à recueillir mon avis, sachant que j'avais vécu de plein fouet les failles du système en tant que parent. Bien que ma colère envers l'école n'ait pas entièrement disparu, j'ai accepté de le rencontrer, me disant que cela pourrait empêcher à d'autres enfants de traverser la même épreuve. Nous nous sommes retrouvés dans un café tout près de l'établissement. Hassan était venu avec sa tablette, sur laquelle il prenait note de tout pendant que je lui exposais les dysfonctionnements repérés, les informations de contact obsolètes qui avaient empêché l'école de me prévenir, l'absence de vérification systématique des autorisations auprès des parents, les sorties de secours qui ne déclenchaient aucune alerte quand Théo les empruntait, et l'absence de notification automatique si un élève scannait sa carte sans aller en classe.
Hassan a été très attentif, n'hésitant pas à me poser des questions pointues sur chaque problème. Il semblait réellement décidé à régler les choses, loin de simplement protéger l'image du district. Il m'a d'ailleurs présenté certains des nouveaux protocoles en préparation, cherchant vraiment à obtenir mon opinion. À la fin de l'entretien, j'ai eu le sentiment, inattendu, que quelque chose de positif pourrait peut-être ressortir de ce cauchemar. Quelques jours plus tard, le détective Price m'a contacté, affirmant avoir de bonnes nouvelles. Les métadonnées du SMS de l'oncle Mike à Théo venaient d'être authentifiées par la police scientifique. Il s'est avéré que les messages étaient bel et bien partis du téléphone de l'oncle Mike sur plusieurs jours et pendant les heures de classe, contenant sans ambiguïté des menaces relevant de la contrainte sur mineurs au sens de la loi. Selon le détective, ces preuves renforçaient considérablement le dossier, car l'oncle Mike ne pourrait plus prétendre qu'un tiers avait envoyé les messages ou qu'ils avaient été mal interprétés. À présent que les menaces étaient dûment documentées et reliées sans contestation possible à son portable, il deviendrait quasi impossible pour lui de faire passer cela pour un banal malentendu ou une simple histoire de famille. Pendant ce temps-là, Théo poursuivait ses séances avec Sophia. Après la troisième, elle m'a appelé pour me faire un rapide retour. Théo a partagé de nouveaux éléments qui m'obligent à faire un signalement, m'a-t-elle expliqué. Il lui avait confié que Derek l'avait préparé à donner des explications plausibles au cas où des professeurs l'interrogeraient sur sa fatigue ou sur l'origine de ses marques. Il devait dire qu'il aidait son beau-père à bricoler à la maison ou qu'il avait trop joué à la console. Sophia a établi un signalement officiel pour ces révélations en m'indiquant que cela renforçait clairement les charges de complicité contre Derek. Théo lui avait également avoué s'être mis à consommer des boissons énergisantes parce qu'il était tellement épuisé qu'il peinait à tenir debout l'après-midi, Derek lui assurant que c'était courant dans le bâtiment. Sophia, inquiète de la quantité de caféine absorbée, m'a demandé si j'avais noté ces 3 dernières semaines des changements dans le sommeil ou l'humeur de Théo. J'ai répondu qu'il était irritable, avait du mal à dormir, mais que jusqu'ici, j'avais mis tout ça sur le dos de la préadolescence. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message étrange, transmis via un ami commun à Maya et moi. Celui-ci m'a fait savoir que Derek souhaitait que l'affaire se règle entre adultes, plutôt que de laisser avocats et justice ruiner nos familles. Il suggérait que si je retirais la plainte et acceptais une garde partagée, il ferait en sorte que l'oncle Mike prenne en charge les frais de thérapie de Théo, évitant ainsi d'autres conflits juridiques. Je suis resté longtemps à contempler ce message. Une part de moi songeait à l'économie de temps, d'énergie et d'argent qu'impliquerait l'abandon d'une longue procédure, mais je me suis souvenu des mises en garde de Nayeli contre ce type de manipulation. Le visage de Théo lors de sa découverte sur le chantier, les textos de menaces, tout m'est revenu. Je n'ai pas répondu, au contraire, j'ai transféré le message à Nayeli dès le lendemain. Elle m'a appelé peu après. Tu as parfaitement réagi. Il ne fallait surtout pas répondre, mais bien garder trace de cette tentative, m'a-t-elle assuré. Elle a insisté sur le fait que désormais, toute communication devait passer exclusivement par les voies officielles, sous supervision, et qu'il fallait signaler immédiatement toute tentative de contact direct. Nayeli m'a expliqué que ces démarches servent souvent à faire pression sur les victimes pour qu'elles retirent leur plainte ou fassent des déclarations qui pourraient se retourner contre elles en justice. Elle a aussi souligné que le message de Derek plaidait en notre faveur, révélant une certaine conscience de culpabilité. S'il n'avait rien à se reprocher, il n'essaierait pas de négocier l'abandon des poursuites, a-t-elle ajouté. Grâce à ses conseils, j'ai réussi à rester centré sur la protection de Théo, au lieu de céder à la tentation d'une solution de facilité. Environ une semaine plus tard, Roxana Knoll m'a contacté. Elle m'a appris que l'avocat de l'oncle Mike avait proposé un accord, déposé 15 000 € dans une fiducie pour Théo et plaidé coupable sur des charges allégées, à condition que je renonce à toute demande de dommages civils. Roxana m'a mise en garde. Accepter ce genre de transaction à ce stade risquait de fragiliser la procédure pénale, car cela donnerait l'impression que mon seul objectif est l'argent et non la justice. Elle a insisté sur le fait que les procureurs recommandent généralement d'attendre la fin du procès pénal avant de réclamer des dommages-intérêts pour éviter que la défense n'affirme qu'on ne cherche qu'un règlement financier. Roxana m'a conseillé de refuser la proposition et de patienter, expliquant qu'au vu des éléments du dossier, l'oncle Mike aurait sans doute de graves comptes à rendre et qu'il serait bien plus judicieux de réclamer des réparations une fois la procédure close. Quelques jours plus tard, le détective Price m'a recontacté pour me donner des nouvelles de l'enquête sur le travail dissimulé. Les inspecteurs de l'État avaient épluché tous les dossiers et feuilles de présence de l'oncle Mike sur les 6 derniers mois. On avait retrouvé des documents qui prouvaient sans équivoque qu'au moins 2 autres enfants, tous 2 visiblement mineurs, avaient bossé sur différents chantiers. L'un d'eux, un gamin de 14 ans, travaillait les week-ends depuis environ 2 mois. L'autre, à peine 13 ans, avait été embauché pendant les grandes vacances. Aucune de ces situations n'atteignait la gravité de ce qui était arrivé à Théo, mais le schéma commençait à sauter aux yeux. Le détective Price
Price m'a expliqué que ces éléments nouveaux compliquaient sérieusement la défense de l'oncle Mike, qui ne pouvait désormais plus se réfugier derrière l'excuse d'une simple bévue ou d'un malentendu familial. Du côté du parquet, l'affaire prenait une toute autre dimension et des moyens supplémentaires étaient alloués à l'enquête. C'était encourageant pour constituer un dossier solide, mais Price m'a prévenu d'emblée. Cela voulait aussi dire que la procédure risquait de s'éterniser, avec plus d'accusés, plus de chefs d'inculpation et davantage de preuves à exploiter. En raccrochant, je me sentais à la fois soulagé que tout soit enfin pris au sérieux et amer d'apprendre qu'il allait falloir patienter encore des mois. Cette nuit-là, impossible de fermer l'œil. Je ressassais sans cesse Maya, tout ce qu'elle avait fait subir à notre fils. La colère montait tellement que j'ai fini par saisir mon portable et composer son numéro. Je suis tombé sur sa messagerie et sans réfléchir, j'ai laissé un message. Je lui ai craché tout ce que j'avais sur le cœur. À mes yeux, elle n'était qu'égoïsme et cruauté, et je ferai tout pour qu'elle n'ait plus jamais un instant seule avec Théo. Je lui ai balancé qu'après ce qu'elle avait fait, elle ne méritait même plus d'être appelée parent. Les mots me venaient dans un flot incontrôlable, entre rage et tristesse accumulée depuis des semaines. Une fois le téléphone raccroché, j'étais vidé, même pas soulagé, juste vidé. Moins d'une heure plus tard, mon portable a sonné. C'était Nayeli de l'ASE. Sa voix était posée, mais sérieuse. Elle m'a indiqué que l'avocat de Maya avait déjà transmis mon message vocal à ses services et saisi le juge, m'accusant d'avoir violé l'interdiction de contact, voire tenté de retourner Théo contre sa mère. Nayeli m'a demandé de tout lui expliquer en détail. Coup de massue, je venais de me tirer une balle dans le pied. J'ai tout raconté sans rien cacher. La colère, l'épuisement, la perte de contrôle le temps de quelques minutes. Elle m'a écouté sans mot dire, puis poussé un grand soupir. Je suis déçu, mais pas étonné, m'a-t-elle dit. Elle m'a expliqué que dans ce genre de situation sous pression, les parents agissaient souvent de manière impulsive, à leur détriment. L'avantage, c'est que je l'avais appelé le premier. Elle noterait cette honnêteté et ça jouerait en ma faveur. Mais l'avertissement était net. Désormais, je devais être irréprochable. La moindre incartade serait exploitée par l'avocat de Maya. Plus de coups de fil, plus de messages, rien en dehors des voies officielles. J'ai promis de m'y tenir scrupuleusement. Quand l'appel s'est terminé, je me suis trouvé idiot. Je venais de fournir involontairement des munitions à la partie adverse. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat spécialiste du droit de la famille, conseillé par un collègue. Je lui ai décrit la situation et demandé comment gérer au mieux nos échanges et conserver une trace des communications à l'avenir. Il a passé près d'une heure à m'expliquer le ton à adopter, les éléments à consigner et la meilleure manière d'éviter de me faire piéger. 200 $ de l'heure que je n'avais pas en trop, mais je repartais en me sentant nettement mieux armé. Une semaine plus tard, le district scolaire a convoqué une réunion en soirée pour présenter ses nouveaux protocoles de sécurité. Hassan Cartwright, du bureau de la sécurité, est venu détailler toutes les mesures mises en place. Parmi les nouveautés, il y avait la vérification biométrique à l'entrée pour éviter que les enfants n'utilisent le badge de quelqu'un d'autre. Les parents recevraient désormais un SMS automatique à chaque absence ou départ anticipé. Chaque issue de secours serait reliée à une alarme, déclenchant une intervention immédiate du personnel. Le district imposait aussi de vérifier les coordonnées des familles à chaque trimestre, avec des sanctions pour ceux qui n'assuraient pas le suivi. Hassan a tout passé en revue, précisant à chaque fois le pourquoi de chaque protocole. Puis, contre toute attente, il m'a demandé mon avis personnellement, en tant que parent concerné. J'ai vraiment apprécié de ne pas être perçu comme simple victime des failles du système, mais d'être pleinement associé à la réflexion et à l'amélioration. J'ai pu faire plusieurs suggestions sur la temporalité des notifications ou la gestion des contacts d'urgence. Tout a été noté. Hassan m'a assuré que mon retour serait pris en compte. En sortant, j'ai ressenti pour la première fois que ma colère envers l'école se transformait peu à peu en volonté d'agir. Cette semaine-là, Sophia Bailey m'a également demandé qu'on se voie en dehors des séances de Théo. Elle voulait me préparer aux réactions traumatiques et m'aider à anticiper ce qui pouvait survenir dans les mois suivants. On s'est installé dans son bureau. Elle m'a expliqué que les cauchemars et l'angoisse que traversait Théo étaient parfaitement normales après ce qu'il avait vécu, que la guérison ne serait pas un long fleuve tranquille et qu'il y aurait des hauts, des bas, des rechutes parfois imprévisibles. Certains éléments déclencheurs pouvaient surgir à tout moment, comme un son, une odeur évoquant le chantier. Sophia m'a montré concrètement comment réagir face à ces crises de panique, l'aider à reprendre son souffle, à se recentrer sur ce qu'il voyait, entendait, touchait, pour l'ancrer dans le présent. Elle a insisté sur l'importance de maintenir des routines stables à la maison parce que la prévisibilité le rassurait. Elle m'a aussi expliqué quels signes devaient m'alerter si jamais Théo perdait tout intérêt pour ses loisirs ou tenait des propos inquiétants. Sa maîtrise et son calme ont été une vraie bouffée d'oxygène. Pour la première fois depuis le début, j'avais en main des outils concrets pour soutenir Théo, au lieu de rester impuissant face à sa détresse. Quelques jours plus tard, le détective Price m'a rappelé avec des nouvelles sur l'analyse des autorisations falsifiées.
Les experts avaient bouclé leur rapport. Les codes d'identification des imprimantes retrouvés dans les documents correspondaient à l'appareil utilisé dans le bureau du complexe résidentiel où travaillait Derek. Encore mieux, il y avait des images de vidéosurveillance montrant précisément cette zone. On y voyait clairement Derek entrer dans le bureau à 3 reprises, pile aux dates où plusieurs autorisations falsifiées avaient été créées. Cette preuve matérielle le reliait sans ambiguïté à l'affaire de fraude. Ce n'était donc pas une simple hypothèse de Maya, ni un coup monté à la dernière minute. Derek avait bel et bien joué un rôle actif dans la fabrication de faux documents, qui de plus étaient signés en mon nom. Le détective Price m'a expliqué que ces éléments rendaient la position de Derek nettement plus délicate sur le plan judiciaire. Son avocat tentait de le présenter comme quelqu'un qui s'était laissé entraîner par les erreurs de sa petite amie, mais là, il ne pouvait plus nier que Derek avait agi intentionnellement pour tromper l'école. Les relevés bancaires sont arrivés à peu près au même moment. Les enquêteurs avaient réussi à reconstituer la circulation de chaque dollar entre l'oncle Mike, Maya et Derek. On pouvait voir que Maya avait reçu plus de 5000 $ de la part de l'oncle Mike pendant les 3 semaines où Théo avait travaillé. Chaque versement avait lieu dans la journée ou le lendemain d'une journée de travail de Théo. Mais surtout, ce qui y frappait, c'est que Maya n'avait rien gardé pour elle. La totalité de la somme était aussitôt reversée, soit sur le compte séquestre de son avocate, soit pour rattraper son retard de loyer. D'après l'inspectrice Price, cela montrait combien l'urgence de sa situation financière avait pesé dans ses décisions. Elle risquait de se faire expulser de son logement et n'aurait jamais pu se payer une avocate spécialisée dans la garde d'enfants sans cet argent. J'ai commencé à voir ces actes différemment, non plus comme une simple question de méchanceté, mais plutôt comme un mélange de désespoir, de pression et de décisions catastrophiques. J'étais toujours en colère contre ce qu'elle avait fait subir à Théo, mais désormais, je comprenais mieux ce qui l'avait poussé à agir ainsi. Cela ne justifiait rien, bien sûr, mais il y avait tout de même plus de nuances à prendre en compte que de la traiter simplement de monstre. Quelques jours plus tard, l'inspectrice Price m'a rappelé, cette fois pour me mettre en garde. L'oncle Mike tenait des propos agressifs à mon encontre auprès de mes voisins, accusant que je lui avais fait perdre sa société et tout ce qu'il possédait. L'inspectrice m'a conseillé de rester vigilant et d'être attentif à toute attitude suspecte autour de chez moi ou sur mon lieu de travail, de modifier quelques petites habitudes quotidiennes et de signaler à la police immédiatement si quelqu'un cherchait à me contacter. Nayeli a ajusté notre plan de sécurité en conséquence, y intégrant ces nouvelles précautions. Elle a aussi téléphoné directement à l'école de Théo pour les prévenir que j'étais la seule personne autorisée à venir le chercher, sans exception quelle que soit l'histoire qu'on pourrait leur raconter. Environ 5 semaines après avoir récupéré Théo sur ce chantier, l'avocate de Maya a déposé une demande officielle auprès de l'ASE pour organiser une visite médiatisée. Dans sa requête, elle mettait en avant l'importance de préserver le lien mère-fils même en pleine procédure pénale. Nayeli m'a appelé pour en discuter, me précisant qu'une visite supervisée en centre ASE pouvait être bénéfique pour Théo, à condition qu'elle soit très bien encadrée. Cela lui permettrait de s'assurer que sa mère allait bien tout en posant des limites claires. Un professionnel spécialement formé serait présent pour superviser l'ensemble de la rencontre. J'avais le droit de rester dans le bâtiment, mais pas dans la même pièce qu'eux. D'après Nayeli, cela pouvait aider Théo à mettre un peu d'ordre dans ses sentiments compliqués envers sa mère. Je n'en avais vraiment pas envie. Une part de moi voulait garder Maya à distance de Théo, mais Nayeli m'a expliqué que les tribunaux acceptaient quasiment toujours que le parent ait au moins des visites surveillées, sauf si le danger physique était évident. Refuser risquait de donner l'impression que je m'opposais sans raison valable à tout contact, ce qui se retournerait contre moi dans la procédure. J'ai donc fini par accepter pour un test, une visite d'1 heure, sous médiation ASE. Cela s'est déroulé un mardi après-midi, dans une pièce aménagée de façon chaleureuse avec jeux et fauteuils confortables, mais où des caméras surveillaient chaque recoin. Nayeli supervisait la visite et était assise non loin de la porte, son dossier sur les genoux. Maya est arrivée pile à l'heure, les yeux rougis par les larmes. Elle a immédiatement serré Théo dans ses bras, mais Théo restait figé, peu réceptif à son étreinte. Maya lui a affirmé qu'elle l'aimait et reconnu avoir pris de mauvaises décisions. Elle s'est excusée pour ce qui s'était passé. Mais lorsque Nayeli lui a demandé d'être plus précise sur sa responsabilité, Maya a expliqué qu'elle avait agi sous la pression de ses difficultés financières et de l'influence de Derek, évoquant sa peur de perdre son appartement et son anxiété. Elle n'a jamais vraiment reconnu avoir mis Théo en danger ou l'avoir exploité pour de l'argent. Durant toute la visite, Théo est resté silencieux sur le canapé, se contentant de répondre par des mots très brefs, sans sourire ni se détendre. À la fin de l'heure, il s'est presque précipité vers moi dans la salle d'attente.
Sur le trajet du retour, en voiture, je lui ai demandé ce qu'il pensait de la rencontre. Il m'a répondu qu'il n'en avait pas envie pour l'instant. Peut-être plus tard, mais pas maintenant. Je lui ai assuré que c'était parfaitement normal et qu'il aurait toujours son mot à dire sur la fréquence de ses visites à sa mère. Le soir même, Nayeli a rédigé son compte-rendu, notant que Maya montrait de l'empathie envers Théo et exprimait des regrets, mais sans assumer pleinement la responsabilité de ses actes. Elle a aussi souligné que Théo était resté très mal à l'aise et qu'il n'était clairement pas prêt pour des visites régulières. Elle a recommandé de maintenir les visites surveillées, mais sans les augmenter tant que Théo ne montrerait pas plus d'ouverture et que Maya n'aurait pas vraiment pris conscience du mal qu'elle avait fait. 2 jours plus tard, Roxana m'a appelé au travail pour m'apprendre que les négociations de plaidoyer commençaient pour les 3 accusés. L'avocat de l'oncle Mike envisageait de faire plaider coupable pour les infractions au droit du travail des mineurs, moyennant le paiement d'amendes importantes et de dédommagements afin d'éviter la prison ferme. L'avocat de Derek espérait obtenir un sursis avec probation, un suivi psychologique et le remboursement des sommes, mais surtout sans inscrire de condamnation à son casier. L'avocat de Maya plaidait pour une condamnation avec sursis, des cours de parentalité et la reprise des visites surveillées. Roxana m'a alors demandé ce que je considérais comme une décision juste, tout en gardant à l'esprit ce que les tribunaux prononcent d'ordinaire. Je lui ai expliqué que je voulais de vraies conséquences, pas juste une tape sur les doigts, même si je savais très bien qu'il était rare d'infliger des peines lourdes à des primo-délinquants ayant plaidé coupable. Roxana m'a assuré qu'elle défendrait la ligne la plus ferme possible, en tenant toutefois compte de ce qu'un juge pourrait accepter. 3 jours plus tard, l'audience d'urgence pour la garde s'est tenue au tribunal de la famille. Les 2 parties étaient assistées de leurs avocats et toutes les preuves avaient été rassemblées. J'étais assis à une table avec la mienne. Maya se trouvait à la table d'en face avec la sienne. Le juge m'a demandé de témoigner en premier quant aux événements, alors je me suis avancé à la barre, main sur la Bible, et j'ai tout raconté depuis le matin où j'avais retrouvé Théo sur le chantier. J'ai décrit les traces rouges sur ses épaules, les canettes de boissons énergisantes dans ses poches. J'ai expliqué comment je l'avais aussitôt conduit aux urgences, puis collaboré avec la police ainsi que l'ASE. J'ai aussi évoqué les textos menaçants que l'oncle Mike avait envoyés sur le téléphone de Théo. Mon avocate a remis au juge la preuve de mon emploi stable, mon bail attestant que j'avais un logement adapté et l'assiduité exemplaire de Théo à l'école avant toute cette histoire. Elle a également fourni tous les rapports de l'ASE et démontré que j'avais toujours coopéré sans faille à leurs investigations. Malgré la nervosité qui ne me quittait pas, je me suis efforcé de rester clair et précis dans mes réponses. Quand ce fut terminé, Nayeli fut appelée à la barre. Elle a témoigné sur ses visites à domicile et a confirmé que Théo se portait bien auprès de moi. Elle a relaté nos routines du quotidien, vérifié que Théo avait sa propre chambre et de quoi manger, et précisé que je l'accompagnais dans ses devoirs comme au coucher. Nayeli a présenté au juge le plan de sécurité d'urgence qu'elle avait mis en place, expliquant que je l'avais suivi scrupuleusement sans jamais me plaindre. Elle a aussi évoqué ses visites à l'improviste et noté que l'environnement était resté sain, stable à chaque fois. Son témoignage était détaillé, professionnel, sans la moindre faille. Elle s'appuyait sur ses notes prises lors de chaque visite pour illustrer, exemple précis à l'appui, le bien-être de Théo. Ensuite, l'avocat de Maya s'est levé et a commencé à plaider sa cause. Il a expliqué que Maya cherchait simplement à transmettre à Théo le sens du travail via l'entreprise familiale et que ses difficultés financières l'avaient plus poussé à l'erreur qu'à la malveillance. Il a mis en avant le fait que Maya avait amorcé des démarches pour intégrer des cours de parentalité et engager un suivi psychologique. Il a demandé l'instauration d'une garde alternée à mettre en place progressivement pour permettre à Maya de retrouver du temps avec Théo. Il a insisté sur l'amour que Maya portait à son fils et affirmé que les erreurs commises l'avaient été sous la pression. Je devais rester là, sans rien dire, alors que l'avocat de Maya cherchait à me faire passer pour quelqu'un qui dramatisait la situation ou s'en servait pour obtenir l'avantage dans la procédure de garde. Il a carrément suggéré que je privais Théo de sa mère sans raison valable. J'ai senti mes mains se crisper sur le rebord de la table. Mon avocate s'est penchée vers moi et, à voix basse, m'a soufflé que le juge ne serait pas dupe. Elle m'a conseillé de rester calme et de faire confiance aux éléments du dossier. Lorsque l'ASE a été appelée à témoigner une nouvelle fois, Nayeli est revenue à la barre. Cette étape m'a paru décisive. Elle a affirmé sans détour que Théo avait été exposé à des conditions de travail dangereuses sur un chantier, détaillé les menaces subies pour garder le silence et décrit les signes de traumatisme apparus depuis. Nayeli est revenue sur ses cauchemars, ses accès d'anxiété et ses crises de panique. Elle a recommandé que je conserve l'exclusivité de la garde physique de Théo, précisant que les droits de visite de Maya ne pourraient être envisagés qu'à condition qu'elle ait bouclé les cours de parentalité et suivi un accompagnement individuel axé sur le discernement et l'encadrement parental.
Nayeli a insisté sur la nécessité pour Maya de démontrer une réelle prise de conscience des questions de sécurité avant de pouvoir espérer plus de contact avec Théo. Son témoignage était à la fois nuancé et ferme. Son objectif n'était pas de punir Maya à vie, mais elle a clairement indiqué que la sécurité de Théo restait la priorité absolue. Le rectorat a ensuite présenté un rapport écrit au tribunal et Hassan est venu témoigner. Il a reconnu que l'école avait failli dans ses protocoles, permettant que Théo soit plusieurs fois récupéré sans que ses parents en soient informés. Il a décrit les nouvelles mesures mises en place. Enregistrement biométrique, alarme de sortie de secours, alertes automatiques envoyées aux familles. Il a endossé la responsabilité des dysfonctionnements, ayant rendu tout cela possible, et admis que l'école aurait dû s'apercevoir plus tôt de ces incidents. Certes, cela n'excusait pas Maya et Derek pour leurs actes, mais cela montrait au juge qu'il y avait eu des ratés à plusieurs niveaux, et que chacun s'efforçait de les corriger. Sophia, de son côté, a remis une évaluation écrite détaillant les signes de traumatisme chez Théo et ses besoins actuels. Le juge a lu son rapport très attentivement. Sophia y indiquait que Théo faisait de l'anxiété, souffrait de cauchemars et de troubles de la confiance en soi, des symptômes assez fréquents chez les enfants victimes de coercition ou d'exploitation. Elle soulignait qu'il avait besoin de stabilité, de routines rassurantes et d'un suivi thérapeutique bi-hebdomadaire. Sophia déconseillait tout changement de garde tant que Théo n'aurait pas dépassé la phase aiguë du traumatisme et recommandait de réintroduire les visites avec Maya très progressivement en fonction du ressenti de Théo. Le juge lui a posé quelques questions sur son rapport et Sophia a répondu sans détour. Elle a précisé qu'obliger Théo à reprendre contact trop tôt risquerait d'aggraver la situation. Après tous ces témoignages et l'examen des preuves, le juge s'est retiré pour délibérer pendant 15 minutes qui m'ont paru interminables. Pendant ce temps, j'ai tenté de ne pas penser à ce qui arriverait si, contre toute attente, le juge décidait une garde alternée avec Maya. Quand il est revenu, tout le monde s'est levé. Le juge m'a alors confié la garde physique temporaire et exclusive de Théo. Pour l'instant, l'autorité parentale restait partagée, ce qui voulait dire que les grandes décisions continueraient à se prendre à deux. Théo allait toutefois vivre à temps plein chez moi. Maya, elle, avait droit à une visite surveillée de 2 heures par semaine au centre de l'ASE, à condition de suivre sérieusement les ateliers de parentalité et l'accompagnement individuel. On avait fixé une audience dans 3 mois pour faire le point et, peut-être, réviser ses droits de visite. J'ai ressenti un certain soulagement, même en sachant que tout cela n'était qu'une solution temporaire. La décision finale sur la garde ne viendrait qu'après, une fois que la situation aurait évolué. Côté pénal, tout est allé très vite. Derek et l'oncle Mike se sont fait arrêter et inculpés, les charges étant sérieuses. Derek devait répondre de complicité de travail illégal de mineurs, incitation à la délinquance de mineurs, usage de faux et mise en danger d'enfants. Pour l'oncle Mike, il y avait plusieurs chefs d'inculpation, travail illégal de mineurs, mise en danger et coercition. La police les a arrêtés, a pris leurs empreintes, puis les a relâchés sous caution, avec des conditions strictes. Ils n'avaient, par exemple, absolument pas le droit de me contacter ni de tenter de voir Théo, que ce soit par téléphone, message ou même en rôdant dans les environs. L'inspectrice Price m'a appelé pour me prévenir de leur arrestation, en ajoutant que les 2 hommes semblaient de réaliser seulement à ce moment-là l'ampleur des risques judiciaires. Les 2 semaines qui ont suivi, les discussions sur les éventuels accords se sont accélérées. Les 3 prévenus se rendèrent compte que, vu le dossier contre eux, un procès paraissait inévitable. L'avocat de l'oncle Mike a décroché le premier accord. Ce dernier a accepté de plaider coupable de travail illégal de mineurs et de mise en danger, écopant de 2 ans de mise à l'épreuve, d'une amende de 25 000 € à verser aux victimes mineures, d'une formation obligatoire sur le droit du travail et d'une interdiction à vie de superviser des jeunes de moins de 18 ans. Derek a finalement négocié sa propre peine. 3 ans de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général, un suivi psychologique obligatoire et l'interdiction définitive d'exercer toute fonction impliquant la garde d'enfants. Roxana m'a appelé pour tout m'expliquer, soulignant que les sanctions correspondaient à la gravité des faits, tout en tenant compte de l'absence d'antécédents et de leurs aveux. Après l'annonce, Nayeli m'a donné un coup de fil pour me prodiguer un conseil. Elle m'a suggéré de m'inscrire à un atelier sur la coparentalité après un traumatisme. Selon elle, même si je n'étais en rien fautif, apprendre à accompagner Théo tout en gérant ma colère vis-à-vis de Maya ne pouvait que renforcer ma position devant le juge. Sur le moment, j'ai eu l'impression d'être mise en cause, puis Nayeli m'a fait comprendre que montrer ma volonté de progresser comme parent ne pouvait qu'être un atout. Les juges apprécient les parents capables de remise en question. Je me suis donc inscrit à un programme sur 8 semaines,
tous les mercredis soirs à la maison de quartier. L'atelier, intitulé Co-Parenting Through Crisis, abordait notamment l'art de protéger les enfants des conflits d'adultes, la gestion des émotions vis-à-vis de l'ex-conjoint et la reconstruction d'un cadre stable après un traumatisme. 3 semaines après l'incident, le rectorat a étendu le système de sécurité d'Hassan à tous les établissements du secteur. J'ai reçu un mail qui expliquait les nouvelles mesures. Désormais, chaque élève devait scanner son empreinte digitale à l'entrée de l'école, en plus du badge habituel. Les issues de secours étaient reliées à un système d'alarme qui prévenait immédiatement la direction et la sécurité si quelqu'un essayait de sortir. Les parents recevaient aussi un SMS dès lors que leur enfant quittait l'école avant l'heure ou manquait un cours. Par ailleurs, il était désormais obligatoire pour chaque établissement de vérifier les coordonnées des parents tous les 3 mois, sous peine de sanction. Hassan m'a joint peu après la mise en place du dispositif pour me demander si j'accepterais de témoigner lors d'une formation de district afin d'expliquer, en tant que parent, pourquoi tous ces changements étaient nécessaires. J'ai dit oui, persuadé que raconter ce qui était arrivé à Théo pouvait éviter à d'autres familles de vivre le même drame. Théo continuait de voir la psychologue, Sophia, 2 fois par semaine. Ses progrès étaient lents, mais, à force, je voyais de petites améliorations. Il avait pu reprendre ses cours sans crise d'angoisse, ni dans les couloirs, ni en classe. Les bruits forts le perturbaient encore. Le simple passage d'engins de chantier dehors suffisait à le tétaniser et à accélérer sa respiration. Certaines nuits, il se réveillait en sursaut et venait me rejoindre, hanté par des cauchemars du chantier. Mais Sophia préférait insister sur les petits pas en avant. Théo a levé la main en maths pour aider un copain perdu avec les fractions, m'a-t-elle glissé un jour. Il s'est réinscrit au club des dinosaures après l'école, celui qu'il adorait avant que tout ça n'arrive. Sophia disait aussi que la guérison ne suit jamais une ligne droite. Il y aura des hauts et des bas. C'est normal vu tout ce que Théo a traversé. Maya, de son côté, avait terminé les 4 semaines de stage parental ordonnées par la justice et entamé un suivi individuel comme l'avait demandé le juge. Les visites surveillées avec Théo se poursuivaient chaque semaine dans les locaux du service de protection de l'enfance. D'après Nayeli, Maya paraissait changer ces derniers temps. Elle assume davantage ses responsabilités au lieu de se défausser ou de chercher des excuses. Pendant ces visites, Théo restait assez en retrait, mais peu à peu, il se rapprochait de sa mère. Il répondait à ses questions sur l'école et parfois, il lui souriait. De mon côté, j'étais très partagé sur le retour de Maya dans la vie de Théo. Une part de moi lui en voulait encore terriblement et rêvait de la tenir définitivement à l'écart. Mais je savais aussi qu'il fallait penser avant tout au bien-être de Théo, pas à ma rancœur. Si renouer avec sa mère pouvait l'aider, alors il fallait que je l'accompagne, même si ça restait difficile pour moi. L'entreprise de construction de mon oncle Mike a dû affronter une nouvelle procédure, cette fois au civil, engagée par les autorités du travail. Plutôt que de tenter sa chance devant le tribunal, elle a préféré plaider coupable à plusieurs infractions. Résultat, une amende de 75 000 $, 2 ans sous surveillance administrative et l'obligation de mettre en place des procédures strictes de contrôle de l'âge et de la sécurité pour chaque nouvel employé. Malgré tout, mon oncle Mike a réussi à garder la tête hors de l'eau, mais il s'en est fallu de peu. D'autres familles dont les enfants avaient travaillé sur le chantier lançaient elles aussi des démarches pour obtenir réparation. J'y ai songé, mais Roxana m'a conseillé d'attendre la fin du procès pénal avant d'aller plus loin. Lors de la réévaluation trimestrielle au tribunal des affaires familiales, chacun a pu faire le point. Le juge a examiné les rapports du service de protection de l'enfance, les bilans de Sophia et les preuves montrant que Maya suivait bien ses cours de parentalité et voyait une psychologue. Il a décidé de me laisser la garde physique exclusive de Théo pour 3 mois de plus, tout en acceptant que Maya puisse doubler la durée de ses visites sous surveillance, passant à 4 heures par semaine, car Théo semblait plus détendu avec elle. L'avocate de Maya a alors demandé des visites libres, sans surveillance, mais le juge a refusé. Il faut d'abord davantage de progrès. Je veux aussi savoir ce que Théo pense à l'idée de passer du temps seul avec sa mère avant de prendre une telle décision. À la maison, Théo et moi avons adopté de nouvelles habitudes qui nous rassuraient mutuellement. Tous les jours après l'école, on s'installait ensemble à la cuisine pour les devoirs, ce qui me permettait de garder un œil sur lui et de l'aider au besoin. Une liste bien en vue sur le frigo rappelait les personnes interdites de contact avec Théo, nom et numéro à l'appui. On a choisi un mot de passe que Théo pourrait utiliser s'il se sentait en danger, même face à quelqu'un qu'il connaît. On s'est entraîné à réagir à différentes situations, si on tentait de le récupérer à l'école sans autorisation ou si quelqu'un le contactait de façon bizarre. Ces petites simulations l'ont aidé à retrouver confiance. Il savait désormais comment agir si jamais ça recommençait. Pour moi aussi, c'était rassurant de le voir s'approprier ces outils concrets pour se protéger. 7 semaines après avoir retrouvé Théo sur ce chantier, Derek et mon oncle Mike sont passés devant le juge pour officialiser leur accord de plaider coupable. Derek a écopé de 3 ans de sursis avec mise à l'épreuve, d'un suivi psy obligatoire
de 200 heures de travaux d'intérêt général et d'une interdiction définitive de travailler avec des enfants. Mon oncle s'en est tiré avec 2 ans de sursis probatoire, de lourdes amendes dont je ne connais pas le montant, une formation obligatoire sur le droit du travail et l'interdiction absolue d'embaucher des mineurs à l'avenir. Il devait en outre financer une partie du suivi psychologique de Théo en compensation. J'ai trouvé ces sanctions bien légères. J'aurais voulu qu'ils soient vraiment confrontés aux conséquences de leurs actes envers mon fils. Mais Roxana m'a expliqué qu'en tant que primo-délinquant ayant plaidé coupable, ce genre d'accord était la norme et évitait la prison. Au moins, ils avaient désormais un casier et ne pourraient plus recommencer avec d'autres enfants. Un peu plus tard, Hassan m'a proposé de rejoindre le comité consultatif sur la sécurité des écoles du district, où parents, établissements et agents de sécurité travaillent à protéger au mieux les élèves. J'ai accepté parce que ça me donnait un moyen constructif de canaliser la colère et d'aller de l'avant. L'enseignante de Théo, elle aussi, s'est mise à me consulter régulièrement pour qu'on adapte ensemble son accompagnement en classe sans attirer trop l'attention des autres. Elle lui laissait plus de temps pour les devoirs, les jours difficiles et l'autorisait à souffler à l'écart si besoin. Un mardi soir calme, 7 semaines après le drame, on s'est retrouvés à la cuisine, occupés à assembler un dinosaure en plastique. Théo l'avait choisi grâce à ses points de récompense gagnés en thérapie, un vrai petit moment complice. Il m'a raconté sa journée, m'a fait rire avec une anecdote sur la cantine, puis il a levé les yeux de sa maquette et m'a demandé « Est-ce qu'on peut aller au musée d'histoire naturelle ce week-end ?» J'ai accepté et je l'ai regardé, minutieux, assembler les pièces avec ses petites mains. Notre vie n'était pas redevenue normale, et sans doute ne le serait-elle jamais vraiment. Théo faisait encore des cauchemars certaines nuits. Moi, j'angoissais s'il était loin trop longtemps. On continuait nos rendez-vous thérapeutiques et nos réunions avec les avocats. Mais, à ce moment précis, Théo était en sécurité, il allait mieux, et il était là, chez lui. Le système scolaire qui nous avait laissé tomber prenait enfin des mesures. Ceux qui lui avaient fait du mal devaient en répondre. Petit à petit, on construisait une nouvelle routine, bien plus rassurante qu'avant. Ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était une vraie fin, et c'était suffisant pour nous. Voilà, c'est tout. Rien de spectaculaire, juste la vie qui reprend son cours avec ses hauts et ses bas. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'ai toujours l'impression de parler à un vieil ami. On se retrouve bientôt, c'est promis.